Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui nous sommes le dimanche 20 juillet. Je me suis dit que nous pourrions simplement réfléchir pendant 20 à 25 minutes à quelques-uns des événements qui se sont produits cette semaine et à ce qui me pousse à penser à la façon dont le système international fonctionne en ces temps très tristes. Vous savez, ce que nous voyons, c'est une escalade envers la Russie, une escalade en Asie de l'Ouest et au Moyen-Orient, et nous voyons également des préparatifs de guerre dans le Pacifique. Donc, tous les signes de notre époque indiquent de plus en plus de violence dans les relations internationales. Ma question est bien sûr, pourquoi voyons-nous cela? Idéalement, comment pourrions-nous l'arrêter? Mais avant de pouvoir analyser correctement quels sont les éléments individuels de cette escalade, nous devons les comprendre pour parvenir à une meilleure situation. Cette semaine, ou plutôt disons, ces 10 derniers jours environ, a été assez intéressante pour moi à cause de quelques invités que j'ai reçus. Permettez-moi de souligner ceci. Sur ma chaîne, la semaine dernière, j'ai reçu, je pense, 2 personnes que je voudrais particulièrement mentionner. La première est l'invité de la dernière vidéo de la chaîne, l'ambassadeur Sándor Kuszai, ancien ambassadeur de Hongrie en Chine et en Malaisie. Il est maintenant à la retraite. Et il m'a expliqué que l'un des principaux problèmes du fonctionnement de l'Union européenne est que la diplomatie dépend beaucoup des objectifs politiques, bien sûr de la direction actuelle, mais pas tellement de la direction des États-nations individuels, plutôt des préférences de l'ensemble du bloc. Et le bloc lui-même traverse actuellement d'importants problèmes de leadership. Je reviendrai sur cette question de leadership. Cela a donc un impact sur la manière dont les diplomates sur le terrain peuvent faire leur travail. Il ramène donc le problème à une question claire de leadership. Et c'est quelque chose que j'ai constaté à maintes reprises sur cette chaîne et lors de discussions avec mes interlocuteurs. Actuellement, l'Union européenne est prise au piège d'une kakistocratie où seuls les individus les pires et les plus corruptibles parviennent à se hisser au sommet et adoptent ensuite des politiques qui ne servent ni l'intérêt national ni l'intérêt européen, mais uniquement leur intérêt personnel très étroit et égoïste. Et bien sûr, le meilleur exemple de cela est Volodymyr Zelensky. Bien qu'il ne fasse partie ni de l'Union européenne ni de l'OTAN, il incarne ce type de leadership. Une personne dont le destin politique et privé est entièrement lié à l'avenir du réseau transatlantique qu'il représente également. Ces personnes prennent alors des décisions qui vont directement, diamétralement, à l'encontre des intérêts des majorités de leur population. Mais elles trouvent suffisamment de soutien en Occident, ainsi que dans les médias et dans les centres de pouvoir. Bien sûr, Washington en premier lieu, puis Bruxelles, Berlin, Paris, Londres, et ainsi de suite, en aval. Brussels, Berlin, Paris, London, and so on, downstream. Et ce que nous avons observé dans la guerre en Ukraine, la manière dont l'Ukraine a été instrumentalisée pour servir de fer de lance à l'alliance de l'OTAN contre la Russie, c'est la transformation de l'Ukraine, qui était essentiellement une nation post-soviétique imparfaite, une ancienne république soviétique, en un véritable État-nation. Elle a traversé des efforts de construction nationale et étatique dans les années 1990 et 2000, passant de cette situation, avec une position indépendante, officiellement neutre, et consciente de la nécessité d'être prudente dans ses relations internationales, à un outil de la politique des grandes puissances. Cela a pris du temps, mais cela a aussi nécessité une transformation de sa direction, et nous l'avons bien sûr constaté. Et le moment le plus flagrant de la transformation du leadership a été bien sûr 2014, le Maïdan, le coup d'État, lorsqu'un gouvernement neutraliste a été remplacé par la force brute, par une direction européenne, tournée vers l'Occident. Et cette direction est également devenue totalement et absolument dépendante. Et il n'y a pas que M. Zelensky.
il y en a d'autres, n'est-ce pas, qui profitent tous en aval des réseaux et liens transatlantiques auxquels ils sont personnellement liés, tout en trahissant en réalité la majorité de leur population, tout en continuant à utiliser le récit de la défense de la nation ukrainienne, etc. Mais en réalité, ce qu'ils font, c'est s'assurer que l'Ukraine est sacrifiée comme un agneau sur l'autel des objectifs géostratégiques néoconservateurs. Voilà donc un élément du puzzle. La manière dont cette oligarchie kakistocratique est au pouvoir est connectée au réseau transatlantique. Is in power and is linked up to the transatlantic networks. But then if you combine that with the views and Mais si vous combinez cela avec les points de vue et l'analyse de Nel Bonilla ici présente, que j'ai reçue sur ma chaîne au début de la semaine, c'est une jeune chercheuse. Et elle s'est donné la peine d'examiner tous les think tanks, et pas seulement les think tanks, mais aussi les réseaux transatlantiques qui ont été créés après la Seconde Guerre mondiale, avec d'un côté un objectif très louable, la réintégration de l'Europe, y compris l'Allemagne nazie, l'ancienne Allemagne nazie, devenue aujourd'hui, vous savez, la nouvelle Allemagne. Et je dois dire, la division, l'occupation de l'Allemagne, puis la réintégration de cette société, non seulement à l'Occident, mais encore une fois à la société internationale dans son ensemble. Tous ces think tanks et institutions ont été créés, y compris des institutions très proches des centres de pouvoir, ce qui inclut les partis allemands, avec des organismes comme le German Marshall Fund, la Fondation Konrad Adenauer, bien sûr, la Fondation Adenauer étant en quelque sorte le bras idéologique de la CDU. Mais toutes ces institutions ont ensuite mis en place des dispositifs et des opportunités pour que de jeunes leaders ambitieux puissent aller aux États-Unis ou échanger avec les Britanniques et les Français. Et il existe tous ces accords d'amitié. Mais une conséquence de tout cela a également été la création de réseaux de dépendance et de communautés épistémiques partageant les mêmes idées. Et plus nous avançons dans la guerre froide, et jusqu'aux années 90, plus ces systèmes deviennent idéologiquement captifs, cherchant vraiment à attirer les jeunes, à les former, puis à s'assurer qu'ils obtiennent de bons postes de direction, non seulement en politique, mais aussi dans le monde des affaires. Et l'exemple numéro 1 de cela est bien sûr le Forum économique mondial, avec Klaus Schwab, qui se vante même ouvertement de la manière dont le Forum économique mondial parvient à s'immiscer directement dans les gouvernements d'Europe et d'Amérique du Nord, avec certains de leurs jeunes leaders présents dans chaque cabinet. Il ne s'agit pas d'une théorie néfaste sur la manière dont certaines personnes manipulent les relations internationales. C'est simplement ainsi que ces réseaux fonctionnent généralement. Et il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Ce qu'ils font, c'est créer une communauté épistémique. Ils créent une bulle composée de personnes plus ou moins partageant les mêmes idées, qui finissent par avoir des intérêts probablement éloignés de ceux de la majorité de leur population. Et vous créez ces types à la Zelensky. Le type Merz, Friedrich Merz, est bien sûr un exemple parfait. BlackRock Merz, comme l'appelle sans cesse Alexander Christoforou, qui faisait partie de cette communauté BlackRock de financiers, qui canalise des projets d'affaires géopolitiques et économiques, aussi bien en Europe qu'à l'échelle mondiale, grâce à des financements massifs. Donc il ne s'agit pas seulement des think tanks, des partis, etc. Il s'agit aussi du monde des affaires, des milieux financiers, n'est-ce pas, qui travaillent dans ces réseaux, se rencontrent de temps en temps et se distribuent ensuite des postes. C'est pour cela qu'on appelle cela une porte tournante. Ou encore, vous savez, quand on parle de la corruption d'un système, comment ce sont toujours les mêmes personnes qui passent d'un poste à l'autre, même si ce n'est pas dans la même industrie. C'est quelque chose qui est encouragé et créé, mais c'est encouragé et créé par le système. Je pense donc que c'est un point très important. Et si vous avez le temps, je vous recommande de regarder l'entretien avec Nel Bonilla,
car elle l'explique encore plus en profondeur. C'est une question importante, n'est-ce pas? Nous avons des élites capturées. Elles ne sont pas nécessairement les pires du pire. Elles sont simplement mentalement dans un autre état d'esprit que la plupart des gens, qui finissent ensuite par voter pour elles ou en faire partie. Car, encore une fois, nous ne votons pas pour toutes. Certaines sont simplement installées et sont là grâce au pouvoir du capitalisme. Parce que si nous n'avons aucun mot à dire sur les PDG et autres dirigeants de ces entreprises privées, c'est bien le capitalisme qui place simplement des gens à ces postes. Et ensuite, les réseaux dans lesquels ils évoluent déterminent s'ils pourront ou non trouver une prochaine opportunité. They might find a next opportunity, and you see that of course also with the politicians, right? Et vous voyez cela, bien sûr aussi, chez les politiciens, n'est-ce pas, qui parfois sont élus, puis parfois sont placés à la tête d'une banque centrale, ou deviennent PDG de grandes entreprises. Ils siègent dans les conseils d'administration de certaines de ces entreprises. Maintenant, il faut aussi combiner cela avec l'analyse de ce que ces personnes essayent de faire. Laissons de côté un instant le domaine de l'économie, les groupes de réflexion et les ONG, et concentrons-nous simplement sur la sphère politique, en particulier l'Union européenne, et la manière dont l'UEOPM, depuis l'arrivée au pouvoir d'Ursula von der Leyen, je crois que c'était en 2019, et l'annonce que son administration, comment ça s'appelle, l'Union européenne, pas le cabinet, que son ère serait celle de la géopolitique. Depuis qu'elle a dit cela, l'UEOPM a effectivement entrepris d'exercer un contrôle plus direct sur ces États non membres de l'UEOPM qui aspirent à devenir membres de l'Union européenne. Et vous pouvez voir comment l'UEOPM a surtout exercé des pressions sur eux. Au début, avec la première communauté économique européenne, puis l'UEOPM, l'idée pour les États tiers souhaitant rejoindre le bloc était que l'UEOPM impose certains standards minimaux, notamment en matière de démocratie et de bonne gouvernance, et que les pays doivent s'y conformer. Une fois qu'ils parvenaient à cocher toutes les cases, équilibre des pouvoirs en interne, indépendance de la justice, respect de la procédure régulière, existence d'un système juridique, etc., alors ils pouvaient être qualifiés et intégrés. Or, on a déjà vu, dans le cas de la Turquie, qui a déposé sa candidature dans les années 1970, que le discours sur les ajustements nécessaires servait toujours en arrière-plan de possibilités pour tenir certains États à l'écart, n'est-ce pas? Il n'y aurait tout simplement jamais de moment où ces États franchiraient tous les obstacles, alors que d'autres pays, qui se trouvent encore dans des circonstances quelque peu douteuses et n'ont peut-être pas rempli toute la liste de critères, sont, eux, intégrés et avancent. Mais ce que nous voyons maintenant, depuis quelques années, c'est que l'UEOPM utilise ce discours sur ce que les États doivent faire pour les pousser aussi à mettre en œuvre des réformes non démocratiques chez eux. Et mon exemple préféré ici, c'est vraiment ce qui se passe en Géorgie. Car la pression exercée ces dernières années pour provoquer un changement de régime en Géorgie et se débarrasser du gouvernement Georgian Dream, élu démocratiquement et publiquement, qui souhaite, à toute fin utile, suivre une voie médiane, une voie entre la Russie et l'Occident, sans devenir un second front pour la guerre de l'Occident contre la Russie, tout en ne se rapprochant pas non plus de la Russie, n'est-ce pas? While not cuddling up with Russia, right? Lasha Kasaradze on this channel has said several times. Lasha Kasaradze a dit plusieurs fois sur cette chaîne, « Regardez, nous avons déjà assez de problèmes avec les Russes. Nous connaissons les problèmes avec les Russes. Les Russes, malgré le fait que nous ayons parfois de bonnes relations, nous avons aussi connu des périodes de mauvaises relations, et personne n'a besoin d'apprendre aux Géorgiens comment ne pas aimer la Russie. Les Géorgiens comprennent les bons et les mauvais côtés des Russes. Mais ce que les Géorgiens ne veulent pas, c'est devenir une seconde Ukraine, n'est-ce pas? Et donc, ce que nous ne devons pas faire en tant que Géorgiens, c'est provoquer la Russie au point de ne lui laisser qu'une seule option, qui serait l'option ukrainienne, l'option militaire.
Donc ils essaient de s'abstenir. La Géorgie essaye de suivre une voie médiane, ce qui est une position très très difficile, n'est-ce pas? Parce qu'il faut constamment, non seulement trouver un équilibre, mais aussi contrebalancer ces forces de pression qui viennent de Moscou, mais aussi de Bruxelles. Et cela est très clair. Je vous cite ici Russia Today, bien sûr, parce qu'ils rendent effectivement compte de cela, de la manière dont cette pression s'exerce sur la Géorgie. Et je vous rappelle qu'il y a eu l'an dernier, en décembre, octobre, novembre, décembre, une énorme campagne, des manifestations à Tbilissi, qui étaient au moins en partie, je ne sais pas si elles étaient financées de l'extérieur ou non, je ne peux pas vous le dire. Mais ce que nous pouvons dire, car nous avons des témoignages à ce sujet, c'est que des personnes sont venues à Tbilissi depuis différentes régions d'Europe, et en fait, de la population générale, la proche banlieue de la Géorgie, afin de soutenir les manifestants contre le gouvernement. Et encore une fois, il s'agit d'un gouvernement démocratiquement élu, n'est-ce pas? Ils ont fait des choses, notamment tiré d'énormes quantités de feux d'artifice sur le bâtiment du Parlement, tandis que les médias occidentaux qualifiaient cela de manifestations pacifiques. Ils essayaient d'aveugler les gens, vous savez, avec des pointeurs laser. Ils pointaient des pointeurs laser sur les forces de sécurité qui gardaient le bâtiment du Parlement, et les médias occidentaux ont qualifié cela de manifestation pacifique. Les médias occidentaux et les dirigeants occidentaux, y compris Kaja Kallas et ainsi de suite, ainsi que l'administration sortante, mettaient tous en garde la Géorgie en disant que la protestation pacifique devait être autorisée. Si une telle manifestation, avec, vous savez, des tirs de feux d'artifice sur le personnel de sécurité et des tentatives d'aveugler des gens avec des pointeurs laser, si quelque chose de ce genre se produisait à Berlin, Paris ou Londres, il y aurait immédiatement la répression la plus violente contre ce type de manifestation. Et on parlerait de terrorisme intérieur, ce genre de choses, n'est-ce pas? Mais avec la Géorgie, les exigences de l'ULUCEL de Bruxelles étaient que ça devait être autorisé. C'était un moment où, à tenter de provoquer un changement de régime contre le gouvernement du rêve géorgien, avec l'ancienne ambassadrice de France à Tbilissi, qui a ensuite été naturalisée citoyenne géorgienne, Salomé Zourabichvili, qui est même devenue présidente lors d'une élection directe. Elle a été élue présidente et elle refusait de quitter son poste de présidente parce qu'elle affirmait que le gouvernement actuel, qui d'ailleurs a aussi été élu de manière parfaitement démocratique, que ce gouvernement était illégitime. Et elle était en gros assise là, attendant de prendre le pouvoir, n'est-ce pas? De prendre le contrôle et de devenir la dirigeante du gouvernement de transition. C'était clairement, indéniablement le plan dans certains cercles des capitales occidentales. Cela n'a pas fonctionné. Les Géorgiens, en fait, le gouvernement actuel, a tenu bon et a réussi à désamorcer la situation avec succès. Finalement, ces manifestations se sont dissipées, mais toute l'affaire n'est pas encore terminée. On peut voir que la pression de l'UME et le PM continue et qu'actuellement l'UNEB menace même d'annuler la candidature de la Géorgie à l'adhésion à l'UEPL. Car la Géorgie, malgré tous les problèmes qu'elle rencontre avec l'Union européenne, souhaite toujours en faire partie. Et il faut comprendre que ce n'est pas du tout irrationnel. Cela a parfaitement du sens, car l'Union européenne est le plus grand bloc commercial. Les opportunités économiques pour tout pays capable de rejoindre le marché commun sont gigantesques. Et c'est la meilleure chance pour une petite nation comme la Géorgie de réellement développer certaines industries stratégiques, puis d'avoir accès à un marché bien plus vaste pour ses exportations. D'autant plus qu'un pays comme la Géorgie peut produire à des prix bien inférieurs. Ainsi, prenons l'exemple du vin géorgien,
ou même des industries géorgiennes qui pourraient être implantées à Tbilissi et dans ses environs. Elle pourrait commencer à exporter massivement vers l'Union européenne si seulement ses droits de douane étaient abaissés et si elle jouait à armes égales. C'est aussi la raison pour laquelle la Serbie souhaite toujours adhérer. Et cela ne signifie pas que ces pays cherchent à se ranger du côté de l'Union européenne. Trying to side with the European Union, it's trying to benefit from the original. Elle essaye de tirer profit de l'idée originale de la première communauté économique européenne, puis de l'UE, dans laquelle elle s'est transformée il y a 20 ou 25 ans. L'idée a toujours été d'avoir un marché commun et de constituer un projet économique. Ce n'est que ces dernières années, depuis moins d'une décennie, que ce projet a été complètement transformé en un projet purement géopolitique. Bien sûr, les germes de cette évolution avaient été semés plus tôt, dans les années 90 et 2000, mais nous avons vu la transformation s'orienter vers la politique des grandes puissances seulement au cours des 6 ou 7 dernières années, au point qu'aujourd'hui, beaucoup de mes collègues, disons, de la gauche analytique, etc., s'accordent à dire que l'UEMOA pourrait être endommagé au-delà de toute réparation. Mais nous laisserons ce sujet pour une autre fois. Ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres parties du monde, les gens le remarquent. Ainsi, les Géorgiens, le gouvernement actuel du rêve géorgien, malgré leur volonté de devenir membre de l'Union européenne, critiquent également l'UPOWOD et déclarent « Nous constatons une ingérence directe dans les élections géorgiennes. » Il semble que certains membres de l'élite politique à Bruxelles aient acquis certaines compétences de l'Union soviétique. Il s'agit de critiques très sévères, mais tout à fait justifiées selon moi, car cette manière de faire pression sur les petits États pour les amener à se conformer est un exemple typique de la façon dont l'Union soviétique tentait également de faire pression sur les autres. Et ici, il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à examiner la relation entre, disons, Moscou et Varsovie pendant la guerre froide, car Varsovie, la Pologne, était bien sûr considérée comme une entité politique directement dépendante, faisant partie du pacte de Varsovie et de l'Europe de l'Est communiste. Mais ces pays ressemblent aujourd'hui bien davantage aux pays de l'Union européenne eux-mêmes et à la manière dont ils sont liés à Washington. Donc, je pense que pour la Géorgie, la bonne façon de conceptualiser leur situation politique, dans un grand schéma politique, est plutôt celle de la Finlande, qui subissait des pressions de l'Union soviétique, mais aussi de l'Union européenne, n'est-ce pas? Et la manière dont les Finlandais neutres devaient avancer avec beaucoup de prudence, en essayant de ne pas trop céder aux exigences de Moscou, tout en étant capables de s'intégrer à l'Europe, enfin, pas à l'Union européenne, pardon, mais à la communauté économique européenne, et en général à l'économie capitaliste et de marché occidental, tout en maintenant des liens amicaux avec Moscou. Les Finlandais comprenaient que tant qu'ils garantissaient la sécurité de Moscou et de la Russie, tant qu'ils s'assuraient que la Russie ne se sentirait pas menacée depuis le flanc nord, la Finlande était plus ou moins libre d'évoluer économiquement, pas complètement, pas absolument, mais dans une certaine mesure pour s'intégrer à l'Ouest. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense que l'évaluation des Géorgiens est correcte, à savoir que l'UIL et l'Occident ont vraiment repris une bonne partie de la stratégie de l'Union soviétique, cette pression directe. Et ici, je voudrais simplement vous mentionner qu'une autre chose que nous avons vue la semaine dernière, ce qui m'a sidéré, c'est qu'il y a eu une répression très très forte en Arménie. Donc l'Arménie a réprimé son opposition, le plus grand parti d'opposition, qui dans ce cas est dirigé par un religieux, un archevêque, qui dirigeait un parti d'opposition et qui a été arrêté.
Et pas seulement lui, mais aussi des personnes proches de lui et le parti politique qui l'entoure, y compris quelqu'un qui est passé sur ma chaîne. Enfin, pas inclus, je veux dire, il n'a pas été arrêté, mais Kachikian, Arthur Kachikian, qui est passé sur cette chaîne, faisait partie du cercle de personnes proches de ce parti d'opposition. Aussi, je veux dire, pas directement en tant qu'homme politique, mais en tant que conseiller, et vous savez de manière générale, du cercle de personnes qui étaient dans l'opposition politique au gouvernement arménien actuel, Pashinyan. Et beaucoup de personnes de ce réseau ont en fait été arrêtées et sont maintenant accusées d'avoir comploté un coup d'État. Nous n'avons pas encore d'informations concrètes. J'attends toujours de pouvoir en parler avec Arthur à un moment donné. Mais pour moi, il s'agit clairement d'une répression directe de l'opposition politique. Car lors des prochaines élections, je pense dans environ un an, ils auraient de réelles chances d'obtenir un soutien populaire significatif. Et comme nous l'avons vu en Roumanie, les forces en place essayent maintenant d'écarter individuellement les leaders politiques populaires, afin que lors des élections démocratiques, ils ne puissent en aucune manière menacer l'establishment. C'est une situation très fragile. Nous voyons donc aussi en Arménie comment les critiques tout à fait justifiées à l'encontre de Pashinyan commencent maintenant à être présentées comme des tentatives de coup d'État, des complots, et ces personnes sont arrêtées de manière préventive. Et en même temps, attendez, laissez-moi revenir là-dessus, nous avons ensuite Kaja Kallas qui au même moment s'est rendue en Arménie. Et regardez ceci, elle a donc visité l'Arménie et Pashinyan, qui venait tout juste de réprimer le 30 juin, alors que cette répression avait commencé le 26 juin. Pardon, elle a visité le 30 juin, soit 4 jours après le début de cette répression contre les leaders de l'opposition politique officielle arménienne. Et je crois beaucoup aux coïncidences, mais pas à ce niveau-là, surtout à cette époque. Même si c'est une coïncidence, qu'elle n'a rien à voir avec ça, vous savez, que tout cela a été planifié longtemps à l'avance, et ainsi de suite, ce qui est tout à fait possible. Mais le fait qu'elle, l'une des personnes les moins diplomates au monde, et encore une fois, je vous renvoie à mon entretien avec l'ancien ambassadeur de Hongrie en Chine, M. Kuzai, que l'une des personnes les moins diplomates au monde se contente alors d'applaudir la grande direction de l'Arménie et, vous savez, de les louer. Laissez-moi vous lire un extrait du communiqué officiel du bureau du Premier ministre de la République d'Arménie. Avons-nous un exemple ici? Kaja Kallas a souligné que la déclaration trilatérale Arménie-UE-MEMEL signée à Bruxelles constitue une étape importante dans le renforcement de la coopération stratégique entre l'Arménie et l'UE-MEMEL. Le haut représentant a noté que l'Arménie et l'Union européenne n'ont jamais été aussi proches qu'aujourd'hui. Donc vous voyez, faire l'éloge de l'Arménie en tant que pays membre en développement est ambitieux, alors que, 4 jours plus tôt, ils réprimaient leur propre position. C'est un signe très clair, non? Même si cette visite était prévue, ne pas mentionner la répression et ne pas exprimer d'inquiétude concernant l'état de droit, ce n'est pas seulement cautionner ce qui se passe, c'est l'encourager. C'est l'UE qui encourage officiellement l'Arménie à poursuivre la répression des forces d'opposition qui pourraient vouloir orienter l'Arménie dans la direction de la Géorgie. Vous savez, comme la Finlande a essayé de garder ses distances avec l'UPOL et le système d'alliance occidentale, tout en maintenant également ses distances avec la Russie, en menant une politique étrangère indépendante. C'est un encouragement direct à poursuivre la vassalisation de l'État arménien afin de servir des intérêts géopolitiques et de grande puissance pour faire remonter les intérêts de Washington. Appelons-les ainsi, n'est-ce pas?
the tickle-down interests from Washington, let's call them that, right? Because the EU itself is of course not an independent actor. Kaja Kallas is not an independent Parce que l'UEM elle-même n'est évidemment pas un acteur indépendant. Kaja Kallas n'est pas un acteur indépendant. Kaja Kallas est le meilleur exemple de ces élites kleptocratiques. Et je dois le redire, elle est une fille née en Union soviétique d'un apparatchik communiste en Estonie, qui a ensuite fait volte-face et est maintenant une apparatchik de l'Union européenne, relayant les préférences de Washington, n'est-ce pas? Donc ces gens, ces élites n'ont aucune conviction politique intrinsèque. Ce qu'ils font, la seule conviction qu'ils ont, ou ce qu'ils font, c'est qu'ils recherchent le pouvoir. Ils ressentent le pouvoir. Et ils sont doués pour cela. Et ensuite, ils s'accrochent aux autres et aspirent la vie politique de leur hôte jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour perpétuer l'héritage du pouvoir. Donc, encore une fois, son père était un fonctionnaire important et puissant en Estonie, sous le système soviétique, qui dépendait du pouvoir de Moscou. Et au gré des changements, la génération suivante, seulement 30 ans plus tard, elle est désormais une partenaire de mise en œuvre du système de pouvoir émanant de l'Occident. Je pense qu'elle incarne vraiment de façon paradigmatique la manière dont les élites corrompues sont capables de changer d'alliance et de loyauté, tant que cela leur permet de rester au pouvoir et de leur accorder plus de pouvoir qu'elles n'en auraient si elles étaient seules. Et il n'y a aucun moyen pour que la petite Estonie, ou une personnalité politique de la petite Estonie, puisse gravir aussi haut les échelons de la hiérarchie, comme elle l'a fait, ou comme son père l'a fait, si elle n'était pas d'une manière ou d'une autre connectée à des centres de pouvoir plus importants. Et ici, ce que nous voyons devant nous, c'est qu'ils agissent et essayent de faire avancer l'agenda de ces mégalomanes, comme je les appellerais. Et bien sûr, ils poursuivent dans cette voie en cherchant à favoriser davantage ces alliances. Ainsi, maintenant, l'Arménie est sur la sellette. Peut-être pas sur la sellette, mais il faut la contrôler correctement et de manière adéquate pour qu'un second cas comme la Géorgie ne se produise pas. Et l'Arménie se trouve dans une position géopolitique différente. Nous devons en reparler, car elle est également prise en étau entre l'Azerbaïdjan, la Turquie et les intérêts de sa diaspora. Nous en discuterons à nouveau. Donc, bien que la Géorgie et l'Arménie soient des voisins directs, elles ne partagent pas les mêmes difficultés. Mais je veux juste le souligner encore une fois. Ce n'est pas seulement de l'hypocrisie. Vous savez, mon ami Arthur Karshikian parle de l'hypocrisie de l'Union européenne. Mais il faut aller au-delà de ça. Nous sommes à un point où nous ne pouvons plus simplement dire que nous sommes choqués par la langue de bois et le double standard. Non, c'est simplement ce qu'ils font. Tout ce discours sur la communauté, la démocratie et l'état de droit, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Ces gens savent très bien que c'est du pipeau. Ils n'y croient pas. Cette femme ne croit à rien de ce qu'elle dit. Ils savent que ce qu'ils font, c'est essayer de s'ancrer au pouvoir. Et encore une fois, comme leurs familles l'ont fait maintes et maintes fois auparavant, ils ne font que pomper la sève vitale des hôtes auxquels ils s'attachent. Et elle a réussi à passer du simple rôle d'animatrice en Estonie à servir l'ensemble de l'UEM, en ne servant que les intérêts élitistes des réseaux auxquels elle appartient, des patrons qu'elle a à Bruxelles et à Washington. Et vous savez, entre eux, n'est-ce pas? Y compris le siège de l'OTAN, et ainsi de suite. Et puis il crée ce monde imaginaire dans lequel il se croit de grands dirigeants. Et ces personnes, bien sûr, pensent déjà à l'étape suivante. N'est-ce pas? Elle est encore jeune. Elle adorerait probablement être l'une des dirigeantes de l'Union européenne lors d'une grande guerre contre la Russie et se présenter comme la Jeanne d'Arc de notre époque, la première femme dirigeante, une chef de guerre contre le mal absolu. Ce genre de choses, il faut le comprendre. Ces gens-là organisent même des groupes de discussion pour gérer leur image auprès de leurs électeurs,
car ils ont encore besoin de soutien. Toward their constituencies because they still need support from below, but Ils ont encore besoin du soutien de la base, mais ils le font de manière très calculée. Je ne veux pas tout attribuer à ces dirigeants, mais ils jouent certainement un rôle important. Est-ce que j'ai encore quelque chose à ajouter? Oui, mais laissons cela de côté. Je pense que l'essentiel à retenir en ce moment, c'est que nous traversons l'un de ces moments dangereux dans les affaires mondiales, non seulement parce que les élites vivent dans un monde de fantasmes, mais aussi parce que nous avons créé un système dans lequel les différents rouages, y compris les think tanks, les ONG, l'économie politique, le complexe militaro-industriel, s'entremêlent d'une manière qui favorise l'escalade. Et cela décourage toute forme de solution diplomatique, ce qui décourage les approches alternatives à la géopolitique, fondées uniquement sur le rapport de force. Et c'est quelque chose avec lequel, selon moi, la Russie a eu du mal depuis très longtemps. C'est un système qui prospère aussi sur le mensonge. Mais bon, la géopolitique, la politique internationale, est de toute façon pleine de mensonges. Nous, en tant que public soumis à la propagande, luttons constamment pour comprendre ce qui se passe. Mais cela fait simplement partie du jeu. La question pour la Russie, pour la Chine, pour le Sud global, c'est comment faire face à un système qui est enraciné et sociologiquement orienté vers la violence. Un système qui, à l'échelle sociologique, est conçu pour la violence de masse, où ces différents rouages produisent ce résultat. Je n'ai pas de réponse à cela. Je ne sais pas, mais je crois que c'est la question de notre époque pour nous, en Occident. Comment démanteler ce système petit à petit, sans provoquer une révolution interne à la Russe de 1917, qui tuerait ensuite des millions de personnes? Parce que ce ne serait pas non plus une issue heureuse. Alors, comment démanteler, non pas réformer, mais démanteler le système et parvenir à une situation meilleure en tant que société, en tant qu'Occident? Et pour les forces extérieures, il s'agit de savoir comment gérer cette cocotte minute. Je pense que c'est une cocotte minute. La question est de savoir si la pression à l'intérieur est déjà si forte que même si l'on éteint le feu, elle explosera quand même. Ou peut-on encore dépressuriser le système? Et si ce n'est pas possible, alors comment gérer une cocotte minute sur le point d'exploser? Comment l'isoler? On ne peut pas. C'est ça le problème. La cuisine est interconnectée. Voilà, ce sont mes réflexions en ce dimanche 20 juillet 2025. À la prochaine. July the 20th, 2025. See you next time.